Dig Radio, graines de parentalité, Anne-Laure Évrard. Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de parentalité sur Dig Radio. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de l'allaitement. L'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas inné. C'est quelque chose que je répète en permanence aux mamans que je vois. Tout le monde a son avis, ses conseils, ses remarques. Et aujourd'hui, on va parler des différents mythes autour de l'allaitement. Et pour cela, j'ai une experte en allaitement avec moi. Elle est d'ailleurs déjà venue nous parler de son métier d'IBCLC à Challans. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anna. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie de te recevoir parce que sur le dernier podcast, on a notamment parlé des douleurs et des petites choses comme ça, de petits désagréments qu'on peut avoir autour de l'allaitement. Et moi, quand j'ai questionné mes abonnés, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont véhiculées autour de l'allaitement et on ne sait pas toujours si c'est vrai ou pas. Tout à fait. Et donc, j'ai envie aujourd'hui que justement, tu nous donnes ton avis d'experte là-dessus et que tu puisses nous apporter des points d'information scientifiques. J'insiste bien là-dessus, c'est pas ton expérience personnelle, mais bien ton métier qui va primer. Tout à fait. Je vais commencer par le premier. On en a déjà parlé un petit peu dans le premier, avec le fait qu'avoir mal au début de l'allaitement, c'est complètement normal. Eh ben non, pas du tout. Avoir un certain inconfort au démarrage de l'allaitement, oui, c'est possible. Le sein va être en contact de la bouche humide du bébé plusieurs fois par jour, parfois de façon très rapprochée. Donc effectivement, on peut avoir une certaine sensibilité. Notre petit mamelon, il va s'étendre à chaque tétée de 1 à 3 fois sa taille initiale. Donc bien sûr qu'il peut y avoir un certain inconfort au tété. Mais la douleur, elle ne devrait jamais avoir lieu. Elle peut parfois arriver quelques secondes au démarrage, le temps que bébé se positionne bien, mais elle doit céder très vite. Une douleur, elle est toujours le signe d'un bébé qui ne tète pas correctement. Soit parce que la maman est mal positionnée, soit parce que le bébé est mal positionné, soit un peu des deux. Mais en tout cas, la résultante, c'est que le bébé n'est pas efficace. Donc la lactation ne sera pas correctement entretenue. Donc une douleur qui perdure, plus de quelques secondes sur une tétée et plus de plusieurs jours au démarrage, eh ben, il faut absolument la réévaluer. Et non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Donc si je comprends bien, parce que là c'est un gros mythe que je vais balancer, c'est le pavé dans la mare. Le truc que beaucoup de professionnels disent, je l'ai beaucoup entendu quand je travaillais en maternité, vous avez des crevasses les premiers jours, c'est pas grave, ça va passer. On est bien d'accord que ça va pas forcément passer tout seul s'il n'y a pas des petits points de réajustement qui sont mis en place. Et ben on est bien d'accord, et les statistiques, elles sont formelles, c'est réétudié très régulièrement. La douleur est la première cause d'arrêt de l'allaitement. On est rarement maso, on va pas s'empêtrer dans sa douleur. Quand c'est trop douloureux trop longtemps, eh ben on arrête d'allaiter, c'est normal. Certaines mamans, parce qu'elles y tiennent plus que tout, vont poursuivre à tout prix leur projet d'allaitement, coûte que coûte malgré les douleurs. Et en fait, c'est la lactation qui va s'effondrer, un bébé qui prendra pas de poids, qui pleurera beaucoup, dormira tout le temps. Bref, en tout cas, qui ne sera pas dans la norme attendue pour un enfant de son âge. Donc dans tous les cas, effectivement, ce n'est pas normal. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que justement en parlant pour le coup des crevasses, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire quand on a des crevasses? Parce que je pense notamment aux pansements de lait qui sont parfois faits dans des conditions un peu approximatives. J'aimerais bien que tu nous réexpliques comment on les fait. Alors effectivement, pour soigner ces crevasses, il va falloir déjà maintenir une bonne hydratation. Globalement, pour lutter contre la douleur, déjà une peau bien hydratée, c'est une peau qui est plus souple, donc qui va mieux résister au frottement de la succion du bébé. Le lait maternel, il a de nombreuses propriétés, dont des propriétés cicatrisantes. C'est pour ça qu'on va l'utiliser en pansement. On va utiliser une compresse propre et sèche sur laquelle on va mettre un peu de lait de fin de tétée de préférence parce qu'il est un peu plus gras que celui du début de tétée. L'appliquer sur le sein, puis éventuellement le maintenir avec un petit film alimentaire pour que ça tienne bien et que ça parte pas dans les vêtements. Cette petite compresse, bien sûr, on la change après chaque tétée pour pas que ça macère. Et normalement, on devrait voir une évolution assez rapide. Si ça ne suffit pas, on se tourne vers des corps plus gras, type lanoline, Mélicaire ou tout simplement une huile végétale, huile de coco, huile de cuisine. On se fait plaisir. Et on n'oublie pas de se laver les mains avant de trifouiller la crevasse. Très important, Anne-Laure, mais tu fais bien de le préciser, c'est une porte ouverte à toutes les bactéries, cette crevasse. Donc bien sûr, pour éviter une infection qui serait bien dommage quand même, bien sûr, on se lave les mains
avant de toucher ses seins. En revanche, on ne va pas dans l'hygiène excessive. Une douche une fois par jour, c'est bien suffisant. Et je vais rebondir justement sur quelque chose que tu as dit, d'utiliser du lait un petit peu plus gras de fin de tétée. Moi, j'adore ce mythe. Je crois que c'est un de mes préférés, à savoir, le lait gras ne vient qu'à la fin de la tétée. Tout à fait. Alors, c'est effectivement quelque chose qui a longtemps été véhiculé sur la base de preuves scientifiques d'il y a déjà quelques années. Mais depuis, la science s'est améliorée et on a pu observer qu'en fait, chaque millilitre supplémentaire pris par le bébé est un peu plus gras et un peu moins riche en lactose que le précédent. Donc, il n'y a pas de durée idéale de tétée. Et il n'y a pas un lait bien gras à la toute fin et le reste c'est que de l'eau. Non, c'est bien mélangé tout au long de la tétée. Donc on a du gras en fait tout le long de la tétée, sauf que plus bébé passe de temps au sein, plus il a de gras. Voilà, il sera juste un peu plus riche, effectivement un peu plus enrichi au cours de la tétée, mais c'est tout. Et justement, comme on est dans les crevasses, les douleurs... plus la peau elle est blanche, plus on va avoir de crevasses. C'est vrai qu'il est régulièrement véhiculé. Régulièrement, j'ai des mamans qui me disent de toute façon, la sage-femme m'a dit que j'avais la peau claire, donc c'est normal que j'ai mal. Eh ben non, pas du tout. J'accompagne des mamans métisses qui ont la peau très foncée, mais qui ont les mêmes douleurs que d'autres mamans. Et à l'inverse, j'accompagne des mamans qui ont la peau très claire qui disent n'avoir jamais eu aucune douleur. Donc la couleur de la peau n'y est pour rien, c'est une sensibilité personnel. Et là encore, ça dépend tout simplement si on a la peau un peu sèche ou pas, et ça dépend de la succion de son bébé. Donc c'est différents facteurs qui vont engendrer une éventuelle douleur, mais certainement pas la couleur de la peau. Et ça, c'est important parce que moi, il y a 10 ans, j'ai été formée comme ça. Pardon à toutes les mamans à qui j'ai pu le dire en pensant bien dire. Mais c'était très véhiculé et on l'a eu toutes les deux par vague, là, où c'est revenu très à la mode, là, il y a 6 mois à peu près. C'est ça, il y a des phases. Et justement, si je laisse bébé plus de 30 minutes au sein, est-ce que j'ai des risques d'abîmer ma poitrine, d'abîmer mes mamelons ? Et bien là encore, tout dépend comment bébé est positionné. Alors évidemment, si toutes les tétées durent très très longtemps, il y a de fortes chances quand même, au bout d'un moment, on finisse par avoir mal au sein. Mais globalement, si le bébé est bien positionné avec une bouche bien ouverte, qu'il n'y a pas de pincement du mamelon, normalement, on ne devrait pas avoir de douleur plus que ça. Et justement, est-ce que l'allaitement, ça déforme les seins ? Parce que ça, c'est un frein pour certaines mamans en se disant je vais me retrouver avec des seins comme des gants de toilette. Tout à fait. Il y a des mamans qui ne souhaitent pas allaiter par cette désinformation du risque de modifier la forme de leur sein. C'est physiologique, c'est une norme biologique d'allaiter, comme la grossesse en est une. À partir du moment où on fait un choix de grossesse, on accepte que ces seins se modifient. Votre choix d'allaiter ou non ne viendra pas modifier la taille, la forme des seins. En revanche, ce qui va être important, c'est la conduite de l'allaitement, éviter les engorgements, avoir quelque chose d'assez régulier dans ce qu'on va mener dans son allaitement. La grossesse en soi, par ce jeu d'hormones, vient modifier le corps. Donc en fait, peu importe, il y a des mamans qui ne veulent pas allaiter et qui ont une énormissime montée de lait. Les seins sont très déformés malgré leur choix de ne pas allaiter. À l'inverse, il y a des mamans qui allaitent très longtemps et qui n'auront aucune déformation, mais parce que tout s'est fait en douceur. Donc on évite surtout les engorgements. Donc ça veut dire un allaitement bien efficace. On évite les soutiens-gorge trop serrés avec des armatures qui viennent blesser et à l'inverse, on évite les seins non soutenus pendant cette phase d'allaitement où bien sûr il y a des modifications. Mais si les choses se font en douceur et progressivement, il n'y a pas de raison que les seins soient déformés. Et une autre raison qui des fois pousse les parents à pas faire le choix de l'allaitement, c'est qu'un bébé allaité, ça dort moins bien qu'un bébé au sein. Un bébé qui est au biberon. Oui, c'est ça. Un bébé allaité, je ne vais pas y arriver. Un bébé allaité va moins bien dormir qu'un bébé qui est au biberon. Alors effectivement, ça fait partie des mythes aussi. Il est probable quand même que les bébés allaités se réveillent plus fréquemment. C'est même... démontré. En revanche, la qualité de sommeil est totalement différente. Et ça, il y a eu des études, et notamment une qui a été parue en 2016 sur une étude à base d'EEG, donc les électroencéphalogrammes qui ont regardé l'activité électrique du cerveau chez des bébés allaités et chez des bébés biberonnés. Et la même chose chez leur maman. Et effectivement, les bébés allaités se réveillent beaucoup plus souvent. Il se trouve que c'est justement un facteur de prévention de la mort subite du nourrisson, soit dit en passant, ces réveils fréquents. Mais en revanche, la qualité du sommeil, elle est complètement différente. Le bébé allaité comme sa maman vont avoir des phases de sommeil quasiment exclusivement profondes, donc une meilleure réparation du sommeil. Et finalement,
Cette étude montrait sur une quantité égale nommée de sommeil, il y avait 40 à 45 minutes de sommeil effectif en plus chez les bébés et les mamans allaitées que chez les bébés au biberon. Est-ce que tu peux nous parler de cette super hormone qui nous fait dormir juste après avoir allaité notre bébé ? Cette prolactine, la prolactine, c'est l'usine à lait, c'est celle qui fabrique le lait. Et il se trouve que c'est d'abord une hormone du sommeil. Elle est produite la nuit, c'est pour ça que souvent on a sa montée de lait la nuit. C'est aussi pour ça que souvent les tétés se passent un peu mieux la nuit que la journée chez ceux qui ont des difficultés. Mais c'est effectivement une hormone qui du coup fait dormir. Ce qui peut parfois donner l'impression que l'allaitement fatigue. Quand j'allaite, je m'endors, donc je suis fatiguée. Non, c'est juste qu'on a cette super hormone qui a bien fonctionné. Et il faut surtout s'écouter. Quand on est jeune parent, oui, il faut accepter de faire un peu plus de sieste que la normale. Et de se reposer quand on peut, en même temps que bébé, même si des fois c'est tellement dur. Tout à fait, c'est ça. Faites ce que je fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est tout à fait ça. On a tous, en tant que parents, même en tant que professionnels, dit il faudrait que je dorme et fais autre chose. Mais non, ne luttez pas, acceptez d'avoir envie de dormir, quitte à pas fermer les yeux, parce qu'à l'inverse, j'ai des mamans qui me disent mais j'arrive pas à dormir. Le but, c'est pas de dormir, c'est de se reposer. Et dans les autres mythes, alors celui-là je l'aime beaucoup aussi, dans ma famille on n'a pas de lait, donc moi je vais pas pouvoir allaiter parce que ma mère n'a pas pu allaiter, parce que ma tante n'a pas pu allaiter, et souvent elles ont arrêté aux alentours d'1 mois. Tout à fait, effectivement, et c'est souvent le motif principal de consultation en prénatal pendant la grossesse pour préparer l'allaitement. C'est cette crainte de ne pas pouvoir allaiter parce que personne dans sa famille n'a pu. Il est fort probable que si les familles n'ont pas pu allaiter, c'est juste parce qu'elles n'ont pas été soutenues et accompagnées correctement et que malheureusement, elles ont fait le fruit de tous ces mythes de l'allaitement. C'est seulement 1% des femmes qui ne peuvent techniquement pas allaiter, faute de glande mammaire, pour des raisons de cancer. Globalement, c'est à peu près tout ce qui va concerner les causes de non-allaitement physiologique, naturel. Tout le reste, c'est des impossibilités d'allaiter induites globalement par la société. Ouais, donc, et là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu rebondisses sur le « et elles ont arrêté aux alentours d'1 mois ». Est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs ce qui se passe aux alentours d'1 mois, qui fait que même là, moi, j'accompagne pas mal de mamans qui sont pas au courant de ce qui va se passer. Tout à fait. Alors, effectivement, allez, entre 1 et 3 mois pour être large, on a la chute d'hormones. Ces hormones qui ont été au plafond pendant toute la grossesse, qui se sont maintenues suite à l'accouchement grâce à l'allaitement. Et puis, quand même, elles redescendent doucement mais sûrement. Et en fait, entre 1 et 3 mois, les hormones redescendent à un plafond plus ordinaire et c'est le bébé qui prend le là, c'est le bébé qui prend le relais. Et d'où l'importance d'avoir un bébé qui sait parfaitement téter pour envoyer les bons signaux à son corps. Et effectivement, on a cette chute d'hormones qui peut donner l'impression de ne plus avoir les seins tendus en permanence, de plus avoir ces montées de lait qui nous rassuraient finalement, alors qu'en fait, tout va bien. C'est juste qu'on n'est plus en stockage excessif, on produit simplement ce qui répond parfaitement aux besoins de son bébé. C'est ce qu'on appelle la lactation autocrine, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Parce que ça, on entend beaucoup parler maintenant sur les réseaux. Et justement, aux alentours de 3 semaines, on va avoir ce qu'on appelait avant le pic de croissance. Est-ce que tu peux en parler un petit peu aussi, parce qu'il y a aussi pas mal de mythes autour de ça et d'inquiétudes de la part des mamans. Alors effectivement, le pic de croissance, grosso modo, c'est celui des 3 premiers jours déjà, cette fameuse montée de lait. Et puis on va avoir à 3 semaines, à peu près à 6 semaines, puis à peu près à 3 mois, puis à peu près à 6 mois. Et si on regarde bien, ça correspond aux grandes phases d'évolution de l'enfant et de la lactation dans le cas où on allaite, avec ses influences hormonales. Qu'est-ce qui fait le bébé quand il a un pic de croissance ? Il a un besoin qui est accru, donc il réclame plus souvent. Donc la bonne réponse, c'est de lui répondre plus souvent et de le laisser gérer. Si on répond bien à la demande de son bébé, normalement la lactation va s'ajuster à la hausse. Donc c'est pas qu'on n'a plus de lait, c'est que bébé vient dire qu'il a besoin d'encore plus. Ce pic de croissance, il dure entre 24 et 48 heures. C'est vrai que c'est un moment assez intense pour la maman à ce moment-là. Quand on est au biberon, on rajoute 30 ml de plus, puis on voit ce qui se passe. Quand on est au sein, il faut juste répondre à la demande de son bébé et lui laisser le temps de se recaler. Si par contre, au-delà de 48 heures, effectivement, c'est encore un peu trop la java, bébé n'a pas retrouvé son rythme, peut-être que la lactation ne s'est pas ajustée parfaitement. Il n'y a pas d'urgence à compléter, mais ça vaut le coup de reconsulter pour bien regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et justement, passé 6 mois, il y a le grand mythe qu'il n'y a plus que de l'eau. Qu'il n'y a plus de bons nutriments pour bébé, qu'il n'y a plus tout ce qu'il faut.
Tout à fait. Alors si on reprend déjà les recommandations internationales qui quand même sont actées depuis une dizaine d'années maintenant et qui ont enfin été suivies et nommées par la France en 2020, on est un petit peu à la bourre, c'est que l'allaitement, de préférence maternelle, couvre tous les besoins de l'enfant de 0 à 6 mois. Mais il couvre encore la majorité des besoins jusqu'à 2 ans en complément d'une alimentation diversifiée. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas que de l'eau, ça apporte bien sûr beaucoup de nutriments. Et je dirais même à l'inverse, effectivement comme on a moins de quantité, on est sur des seins qui normalement sont vidangés bien régulièrement, donc du lait qui au contraire est très riche et bien gras. Et justement, si mon bébé il ne grossit pas, est-ce qu'il faut que je le diversifie plus vite ? Ah, ça c'est un super mythe. Alors sur les réseaux, on le démontre de plus en plus et c'est bien qu'on en parle. Mais qui croit encore que les légumes, ça fait grossir ? Parce que la réalité, c'est qu'avant 6 mois, si on diversifie, c'est des légumes et des fruits. Et aucun fruit ni aucun légume ne va faire grossir. Donc non, ce n'est pas la bonne solution. Et là encore, je reviens aux recommandations. L'alimentation lactée, et là pour le coup, quelle qu'elle soit, répond et couvre tous les besoins de l'enfant jusqu'à 6 mois. La diversification, c'est de la découverte, c'est la prévention des allergies, mais c'est pas de la nutrition avant 6 mois. Donc non, ce n'est pas la bonne réponse. En revanche, ce qui va être important, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe chez cet enfant, éventuellement chez cette maman si on parle d'allaitement, pour regarder pourquoi l'enfant ne grossit pas. Est-ce que peut-être il a juste espacé énormément ses repas et du coup il lui manque un apport dans la journée ? Est-ce qu'il est tout simplement un peu malade en ce moment ? Ou bien peut-être qu'il a juste super grandi, et ça j'en vois énormément des bébés, on a regardé la courbe de poids qui a cassé, et en fait il a super grandi, mais personne n'a relevé qu'il avait bien grandi ce mois-ci. Ouais, donc dans ces cas-là, c'est peut-être de regarder, en fait, en se disant bébé va se réépaissir, entre guillemets. Tout à fait. Après, une fois que le gros pic de croissance... Mais probablement. En tout cas, bien sûr, c'est des enfants pour lesquels on va être vigilant et il va falloir regarder ce qui se passe. Mais là encore, sauter sur le complément dans un cas ou la diversification dans l'autre cas, c'est peut-être pas la bonne solution et plutôt regarder ce qui se passe chez le bébé à ce moment-là. D'accord, c'est vraiment un tout en fait qu'on prend en compte et pas juste bébé n'a pas pris de poids. Mais tout à fait, tu as tout compris. Creuser. Et la dernière question que je vais te poser, est-ce que prendre des compléments alimentaires, des tisanes, est-ce que à eux seuls, ils vont servir à venir booster la lactation ? Et j'insiste bien sur le à eux seuls. Alors, allez, il y a quelques mamans pour qui ça va être effectivement un peu magique ce truc-là. Mais la plupart des mamans, non, ça n'est pas magique, ça vient en complément de tout le reste. La bonne position, j'insiste, cette position de la maman et du bébé, cette ouverture de bouche, l'efficacité de la succion du bébé. C'est vraiment la succion efficace qui va entretenir la lactation. Mais il arrive que ça ne suffise pas. Et dans ce cas-là, toutes les tisanes et compléments alimentaires que tu évoques peuvent être une très bonne aide. Mais c'est une aide, c'est un soutien, c'est pas la clé magique. Ouais, la clé magique, c'est de mettre bébé au sein le plus possible et que bébé fasse son boulot, entre guillemets. Mais tout à fait, qu'il fasse son boulot, c'est très bien dit. Parfois, il a besoin d'un peu d'aide. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup d'aller voir des professionnels qui sont formés. Tout à fait. Et en tout cas, Anne-Sophie, je te remercie beaucoup. Déjà, on a fait le tour des plus gros mythes, en tout cas ceux que vous avez pas mal relevés sur les réseaux. Je te remercie beaucoup d'être venue nous expliquer tout ça et je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Big Radio. Merci à toi, Anne-Laure.